Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek. Bruno Humbeek, bonjour. Vous avez écrit 2 livres qui m'ont un peu étonné. Un chagrin d'amour peut t'aider à grandir, chez Odile Jacob, et également chez Odile Jacob, Le bon choix amoureux. Oui, alors c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un petit peu hors des sujets, et même si on y revient toujours, un chagrin d'amour par exemple, c'est considéré comme quelque chose de traumatisant pour beaucoup de personnes. C'est même peut-être le traumatisme le plus répandu dans nos sociétés, dans lequel on est libre d'aimer, c'est-à-dire libre aussi de quitter, et dans lequel la question de la préférence va être la question essentielle, la question que l'on pose à l'autre n'étant pas « m'aimes-tu », mais « en quoi me préfères-tu » ? On est quand même dans une société où on est autorisé à quitter son partenaire simplement parce qu'on aime mieux un autre partenaire. Et donc ça va créer effectivement beaucoup de chagrins d'amour qui vont être liés au mécanisme de résilience, qu'il faut qu'on va devoir comprendre qu'est-ce qui se passe derrière un chagrin, derrière donc une émotion qui est transformée en autre chose que ce qu'elle était à la base. Le principe même du chagrin, c'est que c'est d'abord, et c'est pour ça que ce bouquin, c'est une exploration que j'ai pu réaliser dans un domaine qui m'est très très cher, c'est le domaine des émotions transformées progressivement en état d'âme puis en sentiment. Il faut savoir qu'une émotion nous traverse nécessairement et que tous les enfants, par exemple, vont devoir les vivre. Si vous ne supportez pas l'idée que votre enfant vive d'autres émotions que la joie, vous risquez très très vite de sombrer, on en a parlé dans une émission, dans l'hyperparentalité, parce que vous allez dire tu dois être content tout le temps, pas question d'être triste, pas question d'être en colère, pas question d'avoir peur. Or, on a besoin de toutes les émotions, y compris le dégoût, de toutes les émotions pour savoir qui l'on est face à ces émotions. Et donc le chagrin est constitutif de l'être humain. C'est d'ailleurs ce qui va nous différencier des grands singes. Les grands singes vivent des émotions. Aucun d'entre eux ne va, à un moment donné, vivre un chagrin. Vous ne trouverez pas un jour un gorille en train de raconter un chagrin d'amour à un autre gorille. Sinon, ce ne sont pas des gorilles, parce qu'ils sont incapables d'accéder à ce qu'on appelle cet état d'âme, c'est-à-dire une façon de visiter d'un point de vue cognitif un état émotionnel pour lui donner du sens, tout simplement. Et nos enfants vont devoir vivre. C'est aussi l'idée effectivement de ce livre. Ne préservez pas vos enfants du chagrin d'amour. Il est nécessaire. C'est un exercice que je fais dans chacune de mes conférences. Je demande, sur le chagrin d'amour, je demande aux personnes de penser, sauf si c'est trop frais parce qu'ils se mettent à pleurer, mais de penser à leur premier chagrin d'amour. Et je vois automatiquement apparaître des tas de sourires. Au moment où ils ont vécu leur chagrin d'amour, ils n'étaient certainement pas dans cet état émotionnel-là, sans doute très triste, en colère, peut-être même de la peur, mais certainement pas cet état que l'on produit quand on sait qui l'on est face à une émotion. Ils ont appris à se connaître à partir, effectivement, d'un chagrin d'amour dont ils ont fait des images et surtout une histoire, voire toute une histoire. C'est ça le principe même, c'est que le chagrin d'amour va nous permettre de nous raconter avec des images de ce qu'on aura vécu, mais aussi avec l'histoire qu'on en aura faite. Et à partir de cette histoire, je vais apprendre à savoir qui est le soi. Le soi, c'est-à-dire ce que je raconte de moi. Le chagrin d'amour est consubstantiel à ce qui est effectivement la construction de ce soi. Pas le moi, c'est le soi, c'est-à-dire ce que je raconte de moi, de l'événements qui me sont arrivés, et qui font qu'à partir de mes émotions, je vais créer cette histoire-là. Chagrins d'amour prennent des formes différentes en fonction du fait que, par exemple, un adolescent va les vivre dans un état amoureux. C'est une forme de fracas dans le chaos. Une personne va vivre 30 ans avec quelqu'un d'autre, et puis un chagrin d'attachement, la personne la quitte. Là, on est dans le chagrin d'attachement. C'est pas du tout la même dynamique. C'est la passion, c'est l'attachement. Le chagrin d'amour dans un état amoureux n'a pas la même configuration que le chagrin d'amour dans une situation d'attachement. C'est tout ça que j'ai voulu aborder, explorer au cours de ce bouquin. Et dans le bon choix amoureux, est-ce que, j'imagine que si je souhaite vivre une relation amoureuse, je lis votre livre et là j'aurais fait le bon choix? Ah non, surtout pas, parce qu'en amour c'est absolument inutile d'essayer d'être rationnel. C'est pas l'idée de faire des choix rationnels, mais d'être lucide par rapport à ce qui nous a guidés dans un choix, pour pouvoir réaménager éventuellement la relation qu'on a avec l'autre si elle est devenue un peu compliquée, pour réinterroger, parce que comme nous sommes dans une société justement qui va en permanence nous imposer d'être le préféré de quelqu'un, ce qui est très compliqué, ni le favori, ni le prioritaire, mais le préféré. Ça veut dire quelqu'un qui en permanence devrait être mieux aimé que les autres. Et comme je vais devoir réinterroger pourquoi est-ce que l'autre est mon préféré, pourquoi je suis son préféré, c'est utile d'être lucide sur les mécaniques qui ont créé ce choix amoureux, qui sont pour une large part inconscients, mais pas seulement tapis dans l'inconscient, je vais dire, psychologique, mais aussi l'inconscient biologique, l'inconscient social et l'inconscient imaginaire.
Vous pourriez un peu préciser tous ces... Alors, pour le préciser, je vais prendre une illustration, la maison. Donc c'est comme ça que je l'ai exprimé. Vous pouvez imaginer, effectivement, d'entrer dans une histoire d'amour par la cave. C'est ce qu'on appelle l'inconscient biologique, ce sont les instincts. C'est Lady Chatterley, par exemple. Lady Chatterley rentre dans son histoire d'amour en éveillant son désir, son plaisir. Ce sont des mécanismes essentiellement inconscients qui font que l'autre nous paraît plus ou moins attirant, que cette attirance est plus ou moins irréversible. Mais c'est lié à nos sensations, au toucher, à la vue, au regard, à tout ce qui... À l'odorat. L'odorat est par exemple le sens qui est peut-être le plus enfoui en nous. Parce que, et c'est ce qui explique que vous pouvez sentir le parfum de quelqu'un que vous avez connu 30 ans avant, ça va réveiller toute la mécanique qu'il y avait derrière, et certains vont réactiver leur histoire d'amour sur une simple odeur. C'est plus que la Madeleine de Proust, c'est juste lié au fait que dans le cortex, vous avez des mécanismes qui sont directement mis en phase avec nos sensations, et qui ne transitent pas justement par le cortex. Et on va directement stocker dans des réactions qui vont éveiller un sentiment d'attirance. Ça, c'est la cave. Vous avez aussi le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est l'ordre des émotions, des états d'âme et des sentiments. C'est beaucoup plus Madame Bovary, qui va se mettre en situation d'être amoureuse, soit par un état amoureux qui est le coup de foudre, qui est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, parce que c'est un moment pathologique qui ne dure pas, et heureusement d'ailleurs, l'amour dure 3 à 3 ans maximum, disent certains, c'est pas vrai, c'est pas l'amour qui dure 3 ans maximum, c'est la passion. C'est l'état émotionnel du coup de foudre, par exemple, au-delà de 3 ans, on serait épuisé physiquement et inapte socialement, parce que ça crée un ensemble de symptômes qui vont nous mettre en position, l'idéalisation de l'être aimé, sa focalisation sur lui-même, la tendance à avoir des pensées intrusives, à vivre le manque de manière très forte. Tout ça, ce sont des mécanismes qui vont se mettre en mouvement à travers l'état amoureux. On peut aussi ne pas avoir de coup de foudre, mais avoir ce qu'on appelle un état amoureux rémanent, donc une passion amoureuse rémanente. L'autre commence à nous affecter, nous toucher. On n'a pas eu la porte cochère émotionnelle, mais on a quand même cette porte d'entrée par ce qu'on appelle, nous, le rez-de-chaussée, sur lequel se trouve un premier étage. Là, c'est les habitus, c'est tous les inconscients sociaux. Le fait que l'autre, en fonction de son ancrage social, va nous paraître attrayant. On ne parle plus d'attirance, là, on ne parle plus d'état amoureux émotionnel, on parle d'attrait, la conversation, la manière dont il s'habille, la manière dont il va se proposer socialement à notre regard. Il y a un superbe bouquin qui l'explique remarquablement, c'est le bouquin de Kaufmann qui s'appelle « Premier matin ». Si vous voulez, en gros, la première nuit, c'est souvent l'inconscient biologique. Vous avez des gens qui passent une nuit parce qu'ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Et puis le lendemain matin, la façon dont l'autre va manger, par exemple, s'il trempe son croissant dans le café, qui fait plein de bruit en aspirant son croissant, pour certains, ça va être complètement rédhibitoire. Superbe film de Lucas Belvaux qui le montre, dans lequel vous n'avez pas son genre, qui va expliquer très bien comment un prof de philosophie et une coiffeuse, qui ont tout pour s'attirer l'un envers l'autre, finissent par être en difficulté parce que leurs habitus ont du mal à se mettre ensemble. Le pire film de l'histoire du cinéma, Pretty Woman, par exemple, fait complètement l'économie de ce genre de réflexion et suppose qu'un mâle dominant peut, en donnant plein d'argent à une jeune femme, l'amener à devenir effectivement, à rentrer dans une histoire d'amour en zappant complètement tout ce qui va se passer dans cet inconscient social. Troisième, l'inconscient social a été remarquablement mis en scène par Jane Austen. Dans Orgueil et préjugés, par exemple, c'est clairement cet inconscient social qui fonctionne. Puis vous avez un inconscient qui, dans nos sociétés, fonctionne énormément, c'est l'inconscient imaginaire. Et là, c'est plus Stendhal. Là, on est au grenier, voire en dessous de la toiture. Donc, vous allez simplement nourrir votre relation d'un ensemble d'images et d'histoires qui vont la rendre plus ou moins belle. Quand on dit de deux personnes qu'ils s'aiment, ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment l'un l'autre. Ça veut aussi dire qu'ils aiment l'histoire d'amour qu'ils sont en train de construire ensemble. Ils s'aiment, eux, tels qu'ils se montrent aux autres, un peu comme dans Stendhal. Vous avez la Chartreuse de Parme, par exemple, qui va mettre un écrin autour d'une histoire d'amour, somme toute relativement banale, mais l'écrin qui lui est donné fait que ça devient une histoire hautement désirable. C'est comme ça qu'on va aussi devoir nourrir l'imaginaire, parce que le principe du livre, c'est d'aller chercher dans ces différents espaces de quoi nourrir notre couple. Parce que c'est compliqué, un couple. Et le troisième livre, qui est en voie de gestation, c'est comment faire durer ce couple, en faisant nourrir justement ces différents étages, parce que si
vous êtes uniquement à la cave tout le temps, mais vous risquez un jour de trouver quelqu'un dans votre grenier qui va occuper les autres territoires de votre maison. Si vous ne vous préoccupez pas de l'imaginaire, vous risquez aussi, et c'est pour ça que les city trips sont très intéressants, partir de temps en temps, faire un week-end en amoureux, mettre un écrin autour de sa situation amoureuse pour lui donner de l'élan simplement et pour faire confirmer par les images la qualité de l'histoire que l'on est en train de vivre. C'est devenu vraiment des nécessités dans des couples parce que il faut nourrir ces différents espaces pour que l'histoire d'amour reste complète et garde suffisamment de vitalité pour se maintenir dans la durée. Alors, est-ce que c'est l'histoire d'amour ou c'est les histoires d'un amour? Alors, dans nos sociétés, c'est l'un et l'autre. Les histoires d'un amour, ce sont les différentes façons dont on va raconter l'amour qui nous relie à l'autre. Et effectivement, l'être humain est un être d'histoire. Il va donc se raconter des histoires. Et c'est important d'avoir des histoires de son amour, puisqu'on le voit d'ailleurs, les gens amoureux ont un plaisir fou à raconter le moment de leur rencontre. Ils sont parfois même un peu casse-pieds parce qu'ils le racontent tout le temps. Ils changent un tout petit peu, simplement parfois, parce qu'ils ont besoin de mettre un tout petit peu plus d'imaginaire en plus. Mais ils vont raconter en permanence les histoires de cet amour. Nos sociétés vont aussi privilégier parfois plusieurs histoires d'amour, donc la fidélité n'est plus quelque chose qui se fait de manière transversale, mais de manière horizontale. Vous pouvez être fidèle à plusieurs histoires d'amour. C'est une des caractéristiques de nos sociétés de la préférence, dans lesquelles les liens institutionnels ne sont plus solides, mais sont devenus, comme le dit Zygmunt Bauman, liquides. Ça veut dire qu'ils sont renégociables en permanence. Ça veut dire, c'est ni mieux ni moins bien qu'avant, c'est juste autrement. Ça veut dire qu'on va devoir lutter en permanence pour rester le préféré et pour considérer que l'autre est resté notre préférence. C'est ce qui explique que l'amour et que les chagrins d'amour nous menacent tous en permanence, mais pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire pour la construction d'une histoire dans laquelle on va s'épanouir ensemble, chacun en produisant à partir de nos différents inconscients quelque chose qui tient la route dans la construction que nous faisons de nous-mêmes. Ce qui veut dire, et en conclusion, votre livre En gestation qui parle de la durée de l'amour, quelque part, vous allez un peu à contre-courant de notre société. Alors, pas nécessairement, parce que j'accepte l'idée, effectivement, qu'on puisse se séparer, mais je pense qu'en nourrissant, il y a trois leçons, je vais dire, ou trois ingrédients majeurs, c'est-à-dire l'expressivité, accepter que l'autre ait des émotions qui sont différentes des nôtres, et lui laisser le temps et l'espace pour les exprimer. La diminution de la charge conflictuelle, c'est-à-dire éviter les conflits territoriaux trop intenses, éviter que les conflits soient trop fréquents et trop de force, parce que ça abîme le couple. Et le troisième, évidemment, c'est l'attention bienveillante. Si vous n'avez plus d'attention bienveillante par rapport à l'autre, vous ne saurez plus nourrir ces différents espaces dont on a parlé. Si on a ces trois ingrédients, pourquoi pas maintenir une relation d'attachement durable, ce qu'on appelle l'amour à long terme. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Je rappelle donc Un chagrin d'amour peut aider à grandir et Le bon choix amoureux chez Odile Jacob. Et puis nous aurons l'occasion de vous réinviter pour ce livre En gestation. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.